Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Denis Vincenti. Eh bien, nous aurons de très très belles éclaircies, des brouillards matinaux qui se dissiperont en cours de journée. Et puis, on peut dire que surtout... Vous désirez? Non, je désirais savoir le brouillard qui fera demain. Je vous en offre un. Oui, merci. Amusez-vous bien. C'est un brouillard? Non, c'est un nuage bas, celui-là. Donc, nous aurons justement des nuages bas. Oui, mais là. Avec donc de très très belles éclaircies, des brouillards. Et puis, les températures, eh bien, toujours au-dessus des moyennes saisonnières. Oui. Allez-y. Alors, 5 mm 1, il y aura de l'éclaircie. Entre 5 et 11 degrés dans le nord, et puis 11 et 17 degrés dans le sud de la France. Passons tout de suite à la météo marine. Eh bien, sur Sandétier et Manche-Est, des vents de ouest à sud-ouest, force 6 à 7, avec une mer agitée. Sur Manche-Ouest, des vents d'ouest, force 4 à 5, avec une mer agitée. Sur Sud-Irlande, des vents de ouest à sud-ouest, force 6 à 7, avec une mer agitée. Sur Sol, des vents d'ouest à sud-ouest, force 4 à 5, avec une mer agitée. Oui. Sur Ouest-Bretagne, des vents force 3 à 4, avec une mer peu agitée. Sur Nord et Sud-Gascogne, des brouillards qui se lèveront en cours de journée. Et puis sur Golfe du Lion, Provence, Golfe de Gênes, Ouest-Corse et Est-Corse, des vents de nord-ouest, force 3 à 4. Oui. Et je peux ajouter simplement que dans ma cuisine, il y a également quelques courants d'air que j'aimerais bien réparer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça fera entre 11 et 17 entre ma cuisine et la salle à manger. Merci. Tout le monde en a parlé à retrouver Denis Vincenti dans sa société de production parisienne. Entre coups de fil, visionnage et rendez-vous, la journée s'enchaîne à 100 à l'heure. Merci mon Denis. De rien, c'est mon gentil Denis. Rentre bien. Ouais. Et puis on va y arriver. On va mettre le temps, mais on va y arriver. Ouais, j'y crois. Je visionne beaucoup d'images dans la journée. J'ai besoin de faire du sport. Donc ici, on a le bonheur d'avoir une petite salle. Je vous propose d'aller faire un petit tour. Et oui, le sport pour Denis Vincenti, c'est vital. Alors entre deux rendez-vous, il chausse les baskets. Eh bien écoutez les amis, bye bye. Je rentre à Annecy. Au revoir. En fin de semaine, changement de rythme pour changement de ville, direction la montagne pour passer le week-end avec ses enfants dans sa maison d'Annecy. Eh bien là, on est sur donc la route de l'Échaud et nous sommes en direction du Semnos, qui est la station des Annéciens. Donc l'avantage, c'est que c'est à 15 minutes de la maison. Une bonne petite neige, il y a à peu près 1 mètre là-haut. Et la journée commence par une descente experte des pistes de ski. Et même en week-end, il repousse ses limites. On va les sauter. Je vais faire un 160, un 180, un 360. Vous allez voir, on part pour le 360. Attention, clignotant droite. Touc, touc, touc. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. En vrai coach, Denis Vincenti termine la matinée par un débrief des performances. Tu as bien skié, toi? Tu fais des progrès? Par contre, Adèle, je trouve que t'es vachement raide. Tu vois, tu me manques un petit... Tu pas très... Je suis en arrière, c'est ça? Comment? Je plie pas assez les jambes. Tu plies pas assez... Ouais. Voilà. Le contraire. Voilà. En fait, il faudrait que tu me regardes skier, en fait. C'est ça, l'histoire. Tu comprends? Hein? Et après l'effort, le réconfort, direction la maison pour le déjeuner. Allez, c'est bon. Tu retires tes chaussures, Max, quand tu rentres. Ça marche. Bon, on va préparer le déjeuner, hein?
Le chef d'entreprise se transforme alors en chef cuistot pour ses enfants et ses amis. Ah, ça c'est Marie. Et Grand-Jacques. Ah bah, il n'y a pas Grand-Jacques. Salut Marie. Salut Denis. Bon, pas super beau temps aujourd'hui, ce matin. Bon ski. Adèle, bon ski. Hier, c'était magnifique. 3 rayons quand même. On s'est explosé à la Margeria, mais là... du jus de raisin? C'est du vin, papa. Non, c'est du jus de raisin, mon chéri. Mon plat préféré, ce sont les lasagnes. Et je fais des lasagnes aux légumes. Après, je peux faire des lasagnes au poulet. Et en dessert, mais je suis parti... Alors, j'ai ripé, j'ai quitté un petit peu le gâteau au chocolat. Je suis parti un petit peu sur la mousse au chocolat. Où là, je suis un petit peu tueur aussi. Mousse au chocolat, je suis pas bon. Je suis très, très bon. Ouais. Profiterole, jamais fait de la vie. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais tu devrais en faire pour longtemps. Ah non, j'aime pas les profiteroles. Non, mais J'aime pas. Par exemple, non, tiramisu, non, c'est ta mère. Attends, je suis nul en tiramisu. Salut Marie. On va Denis, hein. Bisous. À la prochaine. Et puis, T'embrasses le grand Jacques. Ok, je lui dirai. Hein. Rentre bien. Et bah, tu me tiens au courant à la prochaine fois. Bah ça marche. Ok. Bah je reviens jeudi. Ça marche. Je vais au bois là. Et après le déjeuner, on ne se laisse pas aller. Denis Vincenti part couper du bois pour une soirée au coin du feu, avant de repartir à Paris pour une nouvelle semaine encore bien chargée. Et maintenant, la lumière se rallume sur Denis Vincenti. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Alors, vous êtes né le 7 juin 1962 à Paris, dans une famille de 6 enfants, mère donc femme au foyer, Bah c'est ça. père ingénieur. Ingénieur dans quoi? J'ai jamais trop su, mais électronicien ou un truc comme ça. Ah quoi. ouais. Ingénieur avec un grand H. Alors, enfance à Paris, en fréquentant les écoles de curé, Bah c'est ça. a commencé par Bossuet pendant 7 ans. On n'y peut rien, on s'excuse. Mais c'est à Laon, dans l'Aisne, où votre famille est installée, qu'à 14 ans, vous découvrez votre vocation pour le journalisme à l'occasion d'une manifestation culturelle locale. Vous écrivez un article qui sera publié par l'Aisne Nouvelle, le titre « L'art à Laon et l'art à Laon », évidemment. C'est une honte. Non. Moi, j'ai habité à l'Aisne, oui, ce soir, j'ai habité dans l'Aisne. Et donc, j'ai fait un exposé dans le cadre du CES, et un exposé, et puis c'est passé au niveau de la mairie et tout. J'ai fait l'article, s'il te plaît, L'or Roland et l'art Roland. Voilà. J'étais très fier. Alors, en voyant votre prose publiée, vous décidez d'être journaliste et vous oubliez l'idée que vous aviez un petit peu d'être cuisinier. Mon grand-père avait installé dans la maison à Saint-Germain-en-Laye, il m'avait créé un petit restaurant où tous les dimanches, toute la famille arrivait et puis je servais. Ah ouais. Je voulais faire l'école hôtelière en fait à Genève, c'était mon rêve, mais j'ai été pris par ce coup de l'envie de faire du journalisme et de la télévision. C'était pas journaliste presse écrite, c'était journaliste télévision. Ah, déjà, quand même. Yes. oui. Alors, l'opportunité se présentera alors que vous êtes encore au lycée Montaigne, quand un prof de français qui fait des émissions éducatives pour le CNDP, le Centre National de Documentation Pédagogique, Bravo Thierry. demande s'il y a des volontaires pour participer à ces programmes. Évidemment, vous êtes volontaire. Bien sûr. Et donc je fais ma première émission avec Michel Tournier comme invité et comme animateur un certain Patrick Bourra qui nous a quittés en Russie au moment de la Révolution. Et donc c'est là où j'ai rencontré Patrick. Voilà. Et j'ai fait pas mal d'émissions comme ça. Et donc voilà. Puis après j'ai demandé un certificat de... Alors, vous obtenez effectivement une attestation du CNDP. Vous vous pointez à TF1 en 1981 dans le bureau de Jean-Pierre Guérin, qui depuis est devenu un producteur de fiction très célèbre, mais qui était à l'époque est rédacteur en chef en fait. J'arrive dans son bureau, j'ai à peine 19 ans quoi. Ouais. Puis je lui explique comment il faut faire de la télévision parce bien sûr. qu'il n'avait rien compris. Ouais. Et vous engage. Ben oui, parce qu'il m'engage d'une façon assez particulière. Il y a une histoire en dessous qui est assez marrante. C'est qu'en fait, il avait un fils qui avait mon âge. Et ce fils n'avait pas véritablement de but dans sa vie. Et il a fait un transfert et il m'a embauché au desk. Voilà. Dans ce métier, j'ai rencontré plein de monde extraordinaire. Et Jean-Pierre, ça a été vraiment la première personne dans cet univers-là. Et en fait, Jean-Pierre, en plus de ça, c'est quelqu'un qui est gentil et qui est généreux. Alors, 2 ans plus tard, autre rencontre qui va changer le cours de votre destin, Michel Chevalet, qui vous parle d'un casting de présentateur météo. Alors, vous êtes passionné de voile, vous connaissez un petit peu la météo, et ça vous intéresse. Et parce qu'à l'époque, c'était les gens de la météorologie nationale qui faisaient la météorologie nationale, qui à l'époque dépendait quand même du ministère de l'Intérieur et tout ça. Donc voilà, donc on devait remplacer, les journalistes devaient prendre la place des messieurs et dames de la météo. Et voilà, en 1983, à 21 ans, vous débutez votre carrière de météorologiste à TF1. Et là, vous avez un look intello rigolo, avec des grosses lunettes, un nœud papillon. Tout ça, ça fait rapidement votre succès, ça. Mais oui, en fait, la première fois que j'ai fait la météo aux 20h, le rédacteur en chef qui
s'appelait Jean-Loup Dominieux, Oui. en conférence autocritique, m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement à 2 balles avec un nœud papillon et tout ça, quoi ?» Il m'a allumé la gueule. Et puis moi, j'ai dit « Ouais, c'est comme ça que j'ai envie d'être. » Et puis voilà, j'ai imposé mon truc comme ça, mais naturellement, quoi. C'était pas du marketing. En 1987, après avoir produit et présenté Minimag, Science et Technique, vous rejoignez Françoise Closet pour son fameux magazine d'info L'Enjeu. Et je me retrouve dans un bureau avec 3 personnes extraordinaires. C'est Emmanuel Delataille, Alain Veller et le grand François de Closet. C'est-à-dire que j'ai toujours recherché des gens qui pouvaient m'apporter quelque chose et je tombe juste sur des mammouths, quoi. François, il avait sorti Toujours Plus 1 an auparavant. Je le vois et puis je l'écoute parce qu'il parle. Alors je l'écoute. Je bois ses paroles. La 3e rencontre déterminante de votre destin, c'est Jean Bertolino, qui lance en 1988 un magazine de grands reportages sur TF1 qui s'appelle 52 sur la une. Et là, vous allez réaliser quand même votre vrai rêve, au fond, c'est d'être grand reporter. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut quand même imaginer... Bon, j'étais présentateur météo quand même à l'origine. Et il y a quelqu'un, un petit bonhomme un petit peu fort de sa personne qui, rue de l'Arrivée, me croise et me dit « Écoute, Denis, est-ce que tu veux venir me rejoindre ?» Alors moi, j'étais prêt à rejoindre tout le monde, hein, j'étais pas très prudent. Et je lui dis oui. Il me dit voilà, je monte le fameux 52 sur la une et je démarre avec lui et je fais mon premier 52 épaulé par des super grands reporters qui étaient avec moi. Mais un premier 52 qui s'appelait Les Dessous du Sida, en film, et on a fait le tour du monde pendant 3 mois. C'était l'époque où on faisait des 52, voilà, génial. Vous recevrez le prix Albert Londres pour les enfants de la honte. Les enfants de la honte, ce sont les enfants issus de relations entre des soldats américains noirs ou blancs avec des Vietnamiennes qui traînent dans les rues de Ho Chi Minh Ville, ex-Saïgon, et qui sont rejetés par tout le monde, en fait. Absolument. Donc, c'était avec Patrick Schmitt et Thierry Fournet. Et tous les 3, on est allés suivre un programme américain qui avait pour objet, justement, de prendre ces enfants qui étaient complètement rejetés, parce qu'il y avait des Noirs, et les Vietnamiens avaient une propension un petit peu à rejeter tout ce qui était un peu la marque de la guerre sur leur faciès. Et on a suivi, donc, ce programme américain. On a emmené les enfants dans un camp aux Philippines où on leur a appris à vivre à l'américaine, à manger des hamburgers, machin. Et après, on les a suivis aux États-Unis. Et une chose incroyable, c'est que l'une des personnes que nous avons filmées s'est mariée avec un téléspectateur de la chaîne qui a vu, il est tombé red dingue de cette fille, et donc elle vit en banlieue parisienne maintenant. Ouais. Vous dites en parlant de ces enfants de la honte, ils portaient sur eux le visage de la collaboration. On a quand même vécu des moments où ces gamins chantaient des chansons américaines en plein gouvernement communiste vietnamien, et ils avaient cette marque américaine que le gouvernement rejetait absolument. Donc voilà, c'était des collabos purs et simples. Certains parlaient américain d'ailleurs. Tout à fait. Ils chantaient américain. On a tourné une séquence au-dessus de l'hôtel Caravelle, à l'endroit où les fameux hélicoptères ont pris les derniers collabos, et ils ont chanté des chansons américaines. C'était super impressionnant. Alors là, évidemment, prix Albert Londres, vous êtes célèbre. C'est quoi les réactions de votre entourage à ce moment-là? Mes parents sont super fiers, mes frères et sœurs aussi, ils sont vachement fiers. J'ai même une belle-sœur, par exemple, elle est allée, au moment d'accoucher, elle a dit je suis quand même la belle-sœur de Denis Vincenti, elle a une chambre seule. Voilà. Ah oui. C'est les bénéfices un petit peu de tout ça. Oui. Vos potes, ça réagit comment? Très bien. En fait, j'avais pas beaucoup de potes à ce moment-là parce que j'ai eu des relations un peu particulières avec mes anciens potes. À partir du moment où j'étais un petit peu starlet, les relations étaient un peu bordéliques. Les relations avec les médias, ça allait? J'ai eu des relations tendues parce qu'avec Jean, on a eu une histoire un peu enquiquinante avec les sous-sols de Paris où on a été attaqués. Donc j'ai eu à la fois le prix Albert Londres et à la fois j'ai fait la une du Monde et de Télérama où on m'a dit que j'avais bidonné un reportage avec Jean et tout. Et donc on a fait des procès en diffamation, on a tout gagné. On est tombé à une époque où les choses étaient compliquées, c'est-à-dire que c'était au moment de la privatisation de TF1, tout ça, on refaisait des séquences, on nous a accusés d'avoir refait des séquences, ce qui est une chose que l'on fait même depuis la guerre d'Algérie, parce que pendant la guerre d'Algérie, les reporters faisaient refaire des séquences. Bien sûr. Donc voilà. Mais on est tombé au mauvais moment, un manque de prudence, voilà. Vous avez gagné de l'argent? À cette époque-là, non, je gagnais pas une thune, comme on dit. Ouais. Non, pas du tout. Moi, quand je faisais la météo, j'allais acheter mes fringues et tout. Il y a juste une marque italienne avec des losanges que vous m'avez reconnu, qui m'a sponsorisé, c'est tout. Ouais. Mais sans ça, non, j'ai acheté mes trucs. Non, je gagnais, c'était 100 francs par jour à l'époque. Donc, ouais, que dalle, rien. À la pige. Ah ouais. C'était vachement marrant parce que j'étais starlette et je touchais pas une thune, quoi. Donc c'était amusant. Sur le plan amoureux, ça vous a apporté des conquêtes, cette célébrité? Je me suis dit, bon, tu vas être à l'antenne pendant un certain nombre d'années, c'est pas ta cam complètement, donc j'ai profité. Donc il y a eu des lettres de jeunes femmes, tout ça, puis j'ai rencontré. Ah oui.
j'ai rencontré pour voir ce que ça faisait quand on était Starlet. J'ai tout vécu, tout ça bien, à fond les ballons. Et donc j'ai fait Starlet. J'ai rencontré les filles, puis après, boum, boum. Et puis c'était terminé. C'était terminé. Mais j'ai vécu tous ces moments-là à fond de star. Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire être une star. Signer les orthographes, attraper et puis faire toutes ces choses-là. Ouais. Vous avez vécu le trip au fond. Oui. À fond. Puis il y avait Mourouzi, c'était l'époque de Mourouzi. Donc j'ai fait des primes avec lui. Donc on allait dans les soirées, dans les machins. J'ai vécu tous ces moments-là. Je sais ce que ça veut dire. C'est pas trop ma cam, mais je sais ce que ça veut dire. Le meilleur moment de cette époque, c'est quoi? C'est la déconne. Ouais. C'est la déconne avec Mourouzi, avec Bruno Mazur, avec Joseph Poli. C'était une époque de nonchalance. On n'avait pas de pression, on était cool, on était tranquille, on s'amusait, on travaillait vachement, mais on s'amusait, voilà, c'est tout. Et le pire moment de toute cette époque? C'est le moment dont je vous ai évoqué, quand vous vous retrouvez à la une du Monde en plein mois de juillet, et qu'on vous appelle et que les gens vous aident sans trop vous aider, vous pilonnent derrière et tout ça. Ouais. Donc c'est un moment, il faut être fort. Voilà, il faut être fort. Moi, j'avais 27, 28 ans, j'étais pas fort, donc j'ai morflé grave. Ouais. Alors, cette période de grand reportage met à mal votre vie privée. Vous décidez de lever le pied à ce moment-là? Oui, parce que j'avais deux solutions. C'était soit poursuivre le grand reportage. Et il est évident que quand vous avez fait un reportage, par exemple, on parlait du Vietnam tout à l'heure, vous avez passé 2 mois au Vietnam, vous rentrez à la maison et que votre épouse vous dit, bon... Ouais. Comment te dire, le linge, il y en a trop, il va falloir le laver. Bon, on est complètement... On dit, attends, tu sais d'où je reviens, quoi. Voilà. Et donc, une totale écart entre sa vie privée et tout ça. Donc, j'ai préféré arrêter pour poursuivre ma carrière dans d'autres univers, pour préserver ça. Bon, j'ai divorcé, mais à l'arrivée, quand même. Mais voilà, bon, j'ai préservé quand même ça. Là, la 5 vous propose la météo, mais en vous disant, il y a un magazine, Sciences et Techniques, Avenir, on fait la météo, sois gentil. En fait, malheureusement, la 5 s'arrête. C'est ça, c'est-à-dire qu'on me proposait un petit peu de pépette quand même. Enfin, j'ai allé gagner de l'argent 5 mois. Donc, j'ai participé au dépôt de bilan de la 5 et j'en suis absolument désolé. Et là, en fait, vous vous retrouvez sans rien. Vous travaillez avec Roucas, Jean Roucas. Vous écrivez son autobiographie. Et comme il vous trouve sympa, il vous dit « Pourquoi tu viens pas à la radio avec moi ?» Donc vous participez à l'émission Les Roucasseries sur Europe 1. Donc vous faites à la fois nègre et à la fois rieur dans les émissions, parce qu'il fallait mettre un peu d'ambiance autour du micro. J'aime pas trop les histoires drôles, moi, c'est pas trop ma cam. Mais bon, j'étais payé, c'était Patrice Blanc-Francard qui était le patron d'Europe 1 à ce moment-là, et j'étais payé pour faire rire, quoi, pour rire, et je riais de bon cœur, parce que j'adore rire et tout. Puis j'écrivais des brèves et des trucs comme ça. J'ai fait ça pendant 2 ans, Alors ensuite, vous bossez avec Jacques Chancel sur une émission pour France 3 consacrée aux médias qui s'appelait Ligne de mire. Et puis bon, après vous montez votre boîte de prod et disons vous sortez quand même du milieu proprement dit, quoi. Ouais, c'est ça. Après je dis, bon, j'ai fait Starlet, j'ai fait grand reporter, j'ai fait journaliste, j'ai fait pas mal de choses. Maintenant je vais faire producteur. Voilà. On va changer. Vous êtes nostalgique aujourd'hui de l'époque où vous étiez Starlet, justement? Non, pas du tout. Non, c'était un moment merveilleux. J'ai fait ça pendant presque 10 ans. J'aurais pu à un moment donné faire un peu Nagui ou un peu de Chavannes. J'avais la possibilité parce qu'on... Mais non, c'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Alors, si c'était à refaire votre vie, Denis, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je serais plus prudent, parce que j'ai manqué de prudence. Je suis quelqu'un d'assez sympa et un peu machin, donc beaucoup plus prudent, plus sage, à mon avis. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Il a tenté de transformer le poison en élixir. Ah! Mais merci, Denis. Merci beaucoup, Thierry. Très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci beaucoup. J'accueille Jacques Cheminade. Je pense que les autres riront moins quand ils verront, peut-être cette fois, peut-être bientôt, en tout cas très vite, qu'une crise financière, qu'un krach financier international, une désintégration du système financier et monétaire se produira. J'aurais été celui qui l'a dit, et à ce moment-là, je pense qu'on me regardera d'une autre manière, avec une autorité certaine. La crise financière et monétaire, que j'étais le seul à annoncer lors de l'élection présidentielle de 1995, s'est maintenant produite. Je ne tire pas vanité de ma prévision, mais je mesure les conséquences de l'aveuglement des autres. C'est pourquoi je suis une nouvelle fois candidat. Tout le monde en a parlé à retrouver Jacques Cheminade. Bonjour. Au siège de son parti, Solidarité et Progrès, en région parisienne. Voilà, mon bureau. 17 ans après sa création, il est toujours très investi, à l'image de son bureau.
parce que c'est après la campagne présidentielle. Il y a toute une série de choses à remettre en ordre. Et puis, ça montre que notre parti, notre mouvement, n'est pas un parti d'ordre, que c'est bien un parti de mouvement. Et c'est un rituel. Sa journée commence toujours par la lecture de la presse. Aujourd'hui, c'est le jour du Canard enchaîné. Tous les jours, Libération, Le Monde, Le Figaro et Le Parisien. Aussi, les hebdomadaires. Voilà, pour avoir une vision générale des choses. Attendre. Nous partons vers la Bretagne, mais avant, nous allons faire une petite visite à un ami. Cet ami, c'est une statue du 6e arrondissement de Paris. Dreyfus, c'est le symbole de la ténacité de ceux qui sont battus pour la justice contre la raison d'État. Vous pensez à la ténacité, vous savez, moi-même, dans ma campagne, ça a été très difficile. Donc au revoir et rendez-vous en Bretagne. 600 km plus tard, c'est donc en Bretagne et toujours sur la route qu'on le retrouve. Navenec, c'est celui-là. C'est absolument à côté d'où on est. Encore quelques kilomètres et bientôt la première destination. On va à Plonévez, qui est toujours dans le Finistère, où nous avons un maire qui est notre ami. Oui, c'est ici à droite. Et puis c'est à gauche, un peu devant. Connaître la situation précise de chaque région et de ses populations est essentiel pour lui. Qui de mieux qu'un maire pour lui en parler? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. J'ai plein de questions à vous poser. Et le reflux, à moins de 20 km de la mer. Le reflux, ce que vous m'avez expliqué, le couple moyen, retraite, relativement jeune, la soixantaine, qui s'installe une belle maison au bord de la mer, puis qu'au bout de 3 ans s'ennuie, voit plus de voisins, elle veut revenir ici, à l'intérieur du bourg. Ça se produit? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Et les jeunes, est-ce qu'il y a en même temps un chômage de jeunes? Ici? Comme partout ailleurs. Comme partout. Et il ne repart pas sans une dédicace chère à son cœur, à l'un de ses plus fidèles partisans. Voilà, merci à vous. Et dans chacun de ses déplacements, il met un point d'honneur à aller à la rencontre des citoyens. Monsieur Jacques Cheminade, très heureux. Bonjour. Un programme, c'est une radio à Vannes. Ça va faire près de 800 km en 2 jours. Là. C'est pas tous les jours comme ça. Souvent, j'écris à Paris, j'anime des petites réunions, une vie quotidienne d'une petite et moyenne entreprise politique en voie de croissance. Nous y voilà, à Vannes. Ah, bonjour, comment allez-vous? Savez-vous? Prenez 7-10 minutes. Ouais, à peu près, si vous êtes bavard. D'accord. Jacques Cheminade du parti Solidarité Progrès. Exactement. Alors on peut tirer probablement un paradoxe. J'ai eu 0,25% des voix au présidentiel. 7, 10, 20, 30 minutes plus tard, l'interview se termine. Et oui, Jacques Cheminade est très bavard. Politique. Au revoir, merci. On a encore la presse à Pleurmel, puis la réunion publique, le débat public ce soir. Et la journée est loin d'être finie pour ce passionné de politique qui passe sa vie sur les routes de France. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jacques Cheminade. Jacques, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parlait. Vous êtes né le 20 août 1941 à Buenos Aires, en Argentine, famille d'origine auvergnate, installée en Argentine au début du XXe siècle. Votre père représente des sociétés françaises et suédoises en Argentine et votre mère est enseignante. Études au Collège français de Buenos Aires, vous dites « Les élèves venaient de tous les pays du monde, nous discutions sans fin de la guerre, du péronisme, nous discutions de savoir si nous partirions en Europe ou en Amérique. » Alors le péronisme... C'était quelque chose d'extrêmement ambigu, parce qu'il y avait un côté... Péron avait été attaché militaire à Rome sous Mussolini, donc il y avait ce côté-là. Et en même temps, il y avait toute une politique sociale qui était sans précédent en Argentine. Ouais. En Uruguay, il y avait eu une politique sociale déjà beaucoup plus avancée. Mais en Argentine, non. Donc Péron, au départ, était très populaire. Et surtout, Evita représentait un personnage extraordinaire. L'actrice de série B, tout à coup devenue... la première dame du pays. Et surtout, celle qui avait ramené son mari au pouvoir. C'est elle qui a participé aux manifestations qui ont ramené Péron au pouvoir. Donc une femme, tout à coup en Argentine. À l'époque, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, ça l'est plus. Cristina Kirchner est présidente. Mais à l'époque, c'était extraordinaire.
Mais c'est quand même une sorte de fascisme light, le péronisme, non? C'est vrai, mais il y avait en même temps une volonté d'industrialiser, de développer le pays. Alors, vous vous rêvez à un moment compositeur de musique, mais bientôt vous êtes saisi par la passion de la politique. Vous lisez les chroniques d'Alexandre Vialat dans La Montagne, Oui. famille auvergnate. Mes parents savaient ça. Vous lisiez toujours La Montagne. Et vous lisez aussi La Razón, c'est-à-dire La Raison, journal important en Argentine. Le souvenir le plus vif que j'ai d'un questionnement politique, c'est lorsque La Razón a publié un article disant qu'Ante Pavlevich, l'Oustachi... Voilà, il faut dire donc c'est un Yougoslave fasciste, qui avait collaboré avec les nazis. Oui, voilà. collaboré Oui. beaucoup avec les nazis, et qui était arrivé en Argentine exfiltré par l'Église catholique, par le Vatican. Ouais. Et je me disais, à l'époque, j'étais plutôt chrétien, j'étais jeune, Ouais. je me disais, le Vatican, c'est bien, et voilà, quelqu'un de mal est amené là. Et quand je grandirai, j'empêcherai que des choses comme ça se produisent. Oui, vous vous découvrez attaché à la justice et révolté par ces scandales, parce qu'en Argentine, il y avait aussi les dignitaires du Troisième Reich qui avaient été exfiltrés souvent par l'Église catholique. Oui, oui, bien sûr. Il y avait toute la piste du rat, comme on l'appelait. Voilà. Et je me disais, mais en France, les choses ne doivent pas se passer comme ça, on est dans l'après-guerre, il y a une politique qui est une politique par le peuple, pour le peuple et du peuple. Donc je me disais, voilà, la France, pour moi, était un idéal de ce point de vue-là. Alors en 1959, à l'âge de 18 ans, vous arrivez en France, et là, vous êtes choqué par le climat que fait régner la guerre d'Algérie. Vous militez pour l'indépendance. Je disais qu'il fallait une Algérie algérienne dans un futur où les différentes composantes de ce qu'était l'Algérie puissent s'entendre et travailler à un avenir. Et que cet avenir devait être un avenir de développement économique, de croissance partagée et en même temps, sans doute, de créer pour ce pays un vouloir vivre en commun qui n'y avait réellement jamais existé. Alors, diplôme HEC, licence en droit, l'ENA, et en mai 68, vous avez une certaine sympathie pour l'exigence de justice du mouvement, mais très vite, en fait, vous en revenez, vous constatez que les gauchistes sont caporalistes et manipulateurs, sans véritable perspective, que le socialisme est dépassé et qu'en plus les socialistes sont atlantistes à l'époque. Ils sont atlantistes, oui. C'est la SFIO, c'est Guy Mollet. Et puis aussi que les 68ards dérivent vers l'apolitisme et l'anti-autoritarisme, vers la libération des mœurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à l'époque. Quand on a vécu depuis l'ENA, j'étais à l'École nationale d'administration à cette époque-là. Alors, il y a d'un côté les conformistes qui veulent obéir pour réussir. Et on trouve cela à une échelle beaucoup plus grande par la suite. Et puis il y a les révoltés. Mais ces révoltés sont généralement des fils de famille pour lesquels la révolte est un peu post-adolescente et qui après, comme certains de mes amis de cette époque, disons, s'incrustent dans la société, ils réussissent, et c'est l'époque Mitterrand. Alors vous entrez dans l'administration, vous êtes nommé à New York, et c'est là qu'en 1974, vous rencontrez Lyndon LaRouche, à l'époque président du Parti ouvrier américain, et vous dites: j'ai su que cette rencontre allait changer ma vie. Oui, pour une raison simple, c'est que j'attendais très peu des États-Unis. Et on voyait dans les États-Unis de l'époque des sectes proliférer partout, ils ont débarqué tous les jours avec des gourous, il y avait Andy Warhol, sa factorerie, il y avait tout ça, toute cette confusion des États-Unis à cette époque. Et ce que dit LaRouche à ce moment-là, une chose que je sais, il dit l'économie est en train de se financiariser, et si ça continue comme ça, de plus en plus, le court terme régnera dans l'économie. Et ça sera destructeur. Mais il ajoute une chose qui, pour moi, était essentielle, c'est que dans la culture, il dit, il y a aussi une culture de l'impression, du flash, de l'instant, de l'instinct qui se met en place et qui, elle aussi, fait que ceux qui sont immergés dans cette culture pensent court terme. Donc, dans les deux cas, il y a une tendance à penser court et à perdre le sens de penser à long terme. Et c'est ça qui m'a paru le plus intéressant, et les idées qu'il amenait, parce que je crois que... Les idées de LaRouche, Jacques, c'est quand même le complot mondial dirigé par la reine d'Angleterre et les banquiers de la City. Non, ça, c'est la caricature. Parce que ce qu'il dit, en réalité, c'est que la City exerce un pouvoir extrême. On le dit. Aujourd'hui, on le découvre. Il y a un article de Marianne, le Remembrancer, l'homme de la City, qui est assis au Parlement, en face du speaker, au Parlement anglais, et qui lui rappelle ce qu'il doit faire et qui ne doit pas marcher sur les plates-bandes de la City. La City, c'est une commune avec son drapeau, etc. Et la City siège comme un État à la Chambre des communes. Il y a l'État et il y a une politique donc de grande lessiveuse universelle. Et en même temps, la City, c'est un pouvoir d'intimidation culturelle très fort. Mais
Quand Larouche dit par exemple que Hitler et Mao Tse-tung étaient des marionnettes activées par les banquiers de la City, c'est quand même un peu dur à avaler. Ce qu'il veut dire, c'est qu'un environnement est créé par cet impérialisme britannique dans lequel, du sommeil de la raison, on sort des monstres. Ouais. Ces monstres apparaissent à certains moments. À un certain moment, lorsque ces monstres comme Hitler apparaissent et gênent l'Empire britannique, Churchill va auprès de Roosevelt et dit « on va résister contre Hitler ouais. ». Et il le fait, ouais. avec beaucoup de caractère, bien que Churchill, c'est un homme pour lequel, par ailleurs, je ne veux pas avoir une très grande sympathie, mais je reconnais son très grand caractère et sa drôlerie. Mais par exemple, Larouche dit que le Fukushima, la marée noire en Floride, c'est pas des accidents, mais un plan global. Non, il le dit pas comme ça. Orchestré par l'oligarchie. Il dit qu'à certains moments, ces accidents arrivent parce qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires pour qu'ils n'arrivent pas. Donc c'est pas une position complotiste. Produit d'un environnement. Non, vous savez, sur les complots, il y a deux types d'individus. Il y a ceux qui voient un complot partout. Ouais. Alors ils sont un peu fous. Puis il y a ceux qui voient le complot nulle part. Mais Larouche remet en question la version officielle du 11 septembre, par exemple. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut s'interroger. Et il faut s'interroger pour un certain nombre de choses, que le rapport de la commission parlementaire n'a pas été publié en entier, et qu'il y a des choses qui sont troublantes, qu'il faut revoir de plus près. Il ne conclut pas, il ne dit pas que détail par détail, on peut analyser les choses. Ce qui est plus important, c'est de voir pourquoi une chose comme ça a pu arriver, ou alors c'est que certains l'ont voulu, parce que moi je suis convaincu à l'intérieur de l'appareil d'État américain, pas le président Bush ni le régime américain. Certains étaient au courant, vous dites. Certains courants politiques extrémistes, ou alors c'est qu'il y a, et probablement aussi, une incompétence extraordinaire du renseignement, du FBI, de la CIA et tous ces secteurs américains. Donc on a quelque chose qui se produit comme un phénomène qui, après, et c'est ça qui est le plus important, les représailles justifient cette espèce de impérialisme où, au nom de la démocratie, on va partout intervenir comme on l'a fait en Irak. Est-ce que Larouche est suprématiste? C'est-à-dire, est-ce qu'il pense que la race blanche est supérieure aux autres? Oh, pas du tout. Il a quand même traité Obama de singe, non? Non, il a dit que Obama se comportait comme un singe savant par rapport à la règle du jeu de l'oligarchie. Mais il n'est pas du tout, Larouche n'est pas du tout quelqu'un. Il a écrit dans Le Monde, d'ailleurs, j'ai un ami communiste qui avait vu ce que Larouche a écrit dans Le Monde il y a quelques années, où il avait fait une réponse, un droit de réponse au Monde, et il avait dit que pour lui, le christianisme est quelque chose de très important, et qu'on regarde au christianisme, tout homme vaut tout autre, et on ne peut le juger que par rapport à son mérite. Mais quand même, Jacques, de drôle de fréquentation, parce qu'en 2008, vous faites une conférence au Théâtre de la Main d'Or, propriété de Dieudonné, à la demande d'Alain Soral sur la crise financière. Oui, vous avez vous-même interviewé Soral dans le passé. Oui, j'ai vu l'interview. J'ai arrêté, moi. Oui, moi aussi, j'ai arrêté les relations avec Soral. C'est un écorché vif. Alors là-bas, j'étais allé parler du nouveau Bretton Woods et la fameuse séparation de banques. Oui, parce que vous êtes pour la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Voilà, c'est ça. Oui. Donc vous suggérez un Bretton Woods comme la fameuse réunion qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Qui veut dire de grands projets, le développement de l'Afrique. J'ai défendu toujours un projet de lac Tchad en Afrique depuis longtemps, qu'on irrigue le lac Tchad, qu'on le développe et qu'on en fasse une véritable zone de polder pour le développement du centre de l'Afrique. On peut dire que vous n'avez pas les mêmes idées que les autres, ça c'est sûr, oui. C'est des idées dans lesquelles l'être humain, à un certain moment, peut penser en termes du futur et qui changera le futur pour améliorer les chances qu'ont de vivre les générations à naître et qui ne se base pas sur le présent. Alors tout ça, effectivement, ne nous a pas empêché de vous présenter à l'élection présidentielle de Au contraire, 1995 et en celle de 2012. Vous êtes devenu célèbre parce qu'on vous a vu à la télévision. Non, ah ben si. Un peu exagéré parce que les gens ont vu une tête. Et moi, ce que je voudrais qu'on voit, c'est des idées. Et que ces idées fassent leur chemin. Alors, elles l'ont fait, dans une certaine mesure, sur le fameux Glass-Steagall et la séparation de banques. Maintenant, c'est une question en France qui est fondamentale. On y réfléchit un peu partout, et en particulier à l'Élysée. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous êtes présenté, quand vous êtes devenu quand même une figure? Ma famille, eh bien, il m'en reste pas beaucoup, malheureusement. Il me reste des neveux qui étaient très intéressés par ce qu'a pu être ma vie, qui n'est pas une vie habituelle, et une vie où on amène sur la scène politique des choses qui n'y figurent pas. Ça les intéresse beaucoup. Ce qui les intéresse aussi, c'est de se dire, il a quand même un sacré culot. Les médias se sont comportés comment avec vous? Je dois dire, comme en 1995, d'autant plus que Benoît Douquenne, dans Complément d'enquête, a commencé par publier une émission, si je me souviens bien, c'était le 1er mars, disant qu'on était une secte. Or, c'était
quelque chose vraiment de contraire à toute déontologie, parce que les gens de cette émission étaient venus, ils avaient vécu 6 jours avec moi, avec nous, ils étaient venus dans mon appartement, et c'était pour parler, nous avait-il dit, du scandale du rejet de mon compte de campagne en 1995, et de l'acceptation de ceux de Balladur et de Chirac. Parce que ça vous a coûté cher, ça vous a mis sur la paille. 171 000 €, donc que je n'ai pas payé, parce que je veux épuiser toutes les procédures avant de régler. Donc les médias n'ont pas été très sympas avec vous? C'est pas qu'ils ont été pas sympas, c'est qu'ils avaient des questions qui n'étaient pas intéressantes, qui ne relevaient pas généralement des questions sur la rouge, par exemple, qui ne relevaient pas directement de la campagne présidentielle. 1 fois, 2 fois, ça va. Plusieurs fois, bonjour les médias. Et malheureusement, Le Monde, en particulier, ne publie même pas ma photo, elle publie celle des 9 autres candidats. Et ensuite, elle dit, on se permet, depuis que la candidature de Cheminade est officialisée, de ne pas l'interroger, on l'exclut. Ce qui est quand même extraordinaire pour un grand journal d'information. L'argent, ça vous a coûté de l'argent tout ça finalement, non? Ça m'a coûté toujours de l'argent, ça m'a coûté le petit héritage que j'avais de ma famille, mais c'est normal. À un moment donné, si on pense, comme je pense, qu'il y a grand risque pour la société et grand risque pour l'avenir, à ce moment-là, on doit sacrifier certaines choses relevant de l'identité, disons, monétaire ou financière, ou du témoignage de ces sens, on doit croire à ses idées. Quel était le meilleur moment de ces campagnes? C'est lorsque mes militants de notre mouvement ont su que j'avais les 585 signatures, parce que ça faisait 15 mois qu'ils se battaient. Alors pourquoi? Parce que les maires ont vu la crise de 2007, 2008, 2009, qui continue aujourd'hui d'ailleurs, il ne s'arrête pas là, que j'avais annoncé en 1995 en disant si on continue comme on va, si on financiarise, on en arrivera là. Alors ils se sont dit c'est quand même très intéressant de mettre sur la scène politique quelqu'un qui pourra dire ça. Donc vous avez eu vos signatures, très bon moment. Quel est le pire moment quand vous avez eu les résultats? Parce que 0,25, c'est pas beaucoup quand même, Jacques. Je m'attendais à peu près à ça, parce que les gens qui ont voté pour moi, il fallait qu'ils soient très convaincus de la valeur de ces idées. C'est pratiquement un vote presque militant, au moins pour la moitié du vote. Donc dans tout le pays, d'ailleurs, il y a eu énormément de messages de soutien sur les idées et sur ce que j'avais pu présenter. Vous êtes nostalgique de cette médiatisation pendant les campagnes? Non, pas du tout. Non. Ce que je pense, je suis nostalgique, c'est les moments où, dans les médias, on parlait d'idées et où on peut défendre ces idées, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, sur un temps plus long, et qui est le temps de la réflexion. Vous avez de la rancune pour quelqu'un? Je pense comme Martin Luther King, dans un de ses sermons politiques, il dit « Pourquoi il faut aimer ses ennemis ?» Et je crois que si on n'aime pas ses ennemis, on ne peut pas changer l'autre, et on ne change pas soi-même. Donc ce que disait Matthieu dans son évangile reste vrai, c'est ce que reprend Martin Luther King. Donc il faut avoir cette espèce d'intérêt ou de curiosité pour voir pourquoi l'autre pense contre soi un certain nombre de choses. Alors si c'était à refaire votre vie, Jacques, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je ne voulais pas aller aux États-Unis quand j'étais nommé à New York. Je voulais aller en Chine ou éventuellement au Japon pour voir l'Asie, voir l'Asie à cette époque. Et puis je suis allé aux États-Unis. Alors, si j'avais à faire ma vie, je voudrais aller en Asie, mais si je n'avais pas été aux États-Unis, je n'aurais pas rencontré la rouge. Donc, c'est un paradoxe intéressant d'une vie humaine. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Vous qui passez, arrêtez de pleurnicher ou de pleurer et militez. Merci Jacques, c'est très heureux de rallumer la lumière. Merci, moi je suis très heureux aussi. J'accueille Rachida. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Tout le monde en a parlé à retrouver le chanteur franco-algérien Rachid Taha en pleine séance photo à Paris. Là, j'étais en train de faire des shoots au niveau artistique photo pour parce qu'avec Marc-Antoine, on fait un espèce de documentaire pour le présenter à la presse, pour le présenter
à nous-mêmes. Et direction la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, pour laquelle il doit donner un concert quelques jours plus tard. Voilà, des fois, pour voir le monde, je viens là. Elles ont beaucoup d'humour. Je les trouve drôles, moi. L'occasion aussi pour lui de se réimprégner de sa propre histoire et de ses souvenirs. Ça, c'est quand on était gamin, on allait en Algérie. Regarde comment on remplissait la bagnole. C'est dingue, hein. C'est la mémoire de la France. La migration c'est quelque chose qui a contribué à façonner ce pays. Et que sans l'immigration, d'ailleurs, il n'y a pas de pays. Rachita est l'un des rares chanteurs à être présent dans la partie culturelle du musée. Moi, je fais partie d'Elbert Darzo, j'ai fait partie de Joséphine Baker. Dans 100 ans, tu me diras. Il a ensuite rendez-vous dans le parc des Buttes-Chaumont. De ses débuts dans les années 80, Rachita a gardé certains amis du monde de la nuit, à qui il rend visite de temps en temps. Et Mimi, on se connaît depuis 15 ans maintenant, peut-être plus. Puis elle a ouvert un bar, il paraît qu'il marche bien. Alors je vais voir si vraiment il marche bien. On va boire un verre là-bas. C'est à mon ange. On est dans la musique. Ça va? Rachid est venu aider son ami à réaliser une recette typiquement algérienne. Alors attends, c'est laquelle qu'on fait? C'est la bidaouia. Oui. C'est ça. Alors, which one? On va faire la halila bidaouia. Parce que j'ai 2 recettes. C'est laquelle qu'on fait? Direction la cuisine. Rachid veut vérifier que la recette est bien respectée. Oh, un petit morceau d'agneau, là, c'est parfait. Ouais. Et puis, bon, je vais rajouter les vermicelles. Hein, puis avec Rachid, après, on va surtout le coriandre. Hein. Avec cette soupe, il faut la faire avec les légumes de saison. Ouais. Voilà, toujours. Mais tu ajoutes toujours les vermicelles. Si je touille, c'est pour toi. C'est pour toi. Après ses conseils culinaires, il part vers de nouvelles aventures. Et maintenant, la lumière se rallume sur Rachita. Rachid, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Salut Thierry. Vous êtes né le 18 septembre 1958 à Oran. Ouais. À l'époque, votre mère a 15 ans. Ce qui fait que vous l'appelez pas maman, mais Aïcha, quoi. Ça veut dire la vie. Ouais, t'es jeune. À 10 ans, vous en paraissez 8, ce qui fait qu'Aïcha vous emmène au hammam. Ouais. Avec les cousines, avec les voisines. C'est la bonne vie, quoi. Super. Ouais. Jusqu'à 13-14 ans. Ouais. Alors, enfance heureuse au bled. Hein. Le souvenir le plus marquant, vous dites, c'est l'odeur de mon grand-père maternel, une odeur de terre et de ciel. Ouais. Bah, c'est l'odeur du sable, c'est l'odeur de la mémoire. Ouais. Parce que le grand-père, c'est la mémoire. Voilà. En 1968, donc, vous avez 10 ans, traumatisé par la guerre d'indépendance et la recherche de travail. Votre père se résout à l'exil. Il s'installe en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines. Ouais. Là, il travaille dans le textile. Ouais, dans les colons, chez Hergé. Ouais. C'est les colons, tu vois, un peu. À mon avis, il a dû en voir au cinéma, mais c'était la première fois où il travaillait là. Alors, le problème, c'est comme il ne peut pas vivre sans sa famille, il vous demande de le rejoindre. Ouais. 9 mois après. Ouais. Et là, c'est le choc, parce qu'il y a le froid, il y a la neige. Ouais. Et il y a la langue. La langue. Ouais. La langue alsacienne. Ouais. C'est un changement d'univers total. Totalement. Ouais. Le pire, c'est le racisme des enfants qui répètent ce qu'ils entendent le soir à la maison. Bah, le racisme des enfants, c'est comme une charcuterie, tu vois. Donc, ils mangent du saucisson, mais ils ne savent pas le découper. Ouais. Donc, ils entendent des conneries, mais en même temps, ils ne sont pas si racistes que ça, parce que quand je jouais au football avec eux, j'étais le petit Zidane du quartier. Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est pas... Heureusement, le foot vous permet de vous intégrer. Ouais, le foot et le handball. Ouais. Alors, quand l'usine où votre père travaille ferme, vous partez dans les Vosges, à l'Épanche sur Vologne. Ouais. Mais c'est la famille Villemain, ça. Ouais. Vous êtes peut-être allé à l'école avec les Villemain? Si, j'étais à l'école avec la famille Villemain, ah ouais. dans une ville qui s'appelle Bruyères. J'étais d'abord ce qu'on appelle une école républicaine, puis après, ils m'ont mis en transition, et mon père voulait absolument que je fasse un petit diplôme, il m'a mis dans une école catholique, les Bonnes Sœurs.
Oui, votre père était très strict sur l'éducation, disons, européenne. Vous êtes la seule famille du quartier à avoir une table haute pour manger, alors que la plupart mangeaient sur des tables basses. Comme la Maïda, oui. Ouais. Il y avait ce côté un peu occidental, parce que lorsqu'on a hérité de ce qu'on appelait en Algérie les biens vacants, il y avait les tables qui restaient des colons qui sont partis, et on avait des fourchettes, donc on avait des chaises, donc voilà. Et un grand lit. Ouais. Alors vous êtes un peu turbulent, on vous met chez les bonnes sœurs. Ouais. Ça s'est passé comment? Super. Ah ouais? Enfin, super. Ouais. Non, mais c'était bien, parce que je devais passer mes diplômes, et finalement turbulent, mais assez assidu quand même. Ouais. Vous finirez quand même premier en catéchisme, c'est pas mal. Toujours. Non, mais parce que je me suis toujours intéressé à l'histoire et à la théologie, tout ça. Ouais. Donc l'islam, la Bible, le Coran, le judaïsme et tout, pour moi, c'est... Alors votre père était allé à l'école coranique, il maîtrisait le Coran, mais il vous a élevé dans la tolérance, en fait. Totalement, ouais. Bah, c'est ça les vrais musulmans. Ouais. pas les nouveaux qui n'ont aucune connaissance, que je vois de temps en temps, qui parlent l'arabe de gauche à droite. Quoi. Ouais. Alors, vous dites d'ailleurs, en parlant de tolérance, vous savez qu'on enseigne guère l'Holocauste aux petits Arabes, de peur qu'ils détestent un peu moins les Juifs. Oui, certains, oui. Ouais. C'est dit, hein. De toute façon, il y a des grands poètes ou des écrivains palestiniens qui le disent. Et donc, comme j'aime l'histoire, et je pense que l'histoire, c'est ce qui nous fait avancer, je pense qu'il faut apprendre aux gens la véritable histoire. Il ne faut pas non plus négliger... comme il faut apprendre la véritable histoire des Palestiniens, des Alsaciens, des Irakiens, de ce qui se passe en Irak, de ce qui se passe à Gaza, etc. Je pense que la mémoire est importante. Vous dites, moi je maintiens qu'un pays sans forte communauté juive est un pays où la démocratie risque de mourir parce qu'ils savent discuter, réfléchir sans fin. Ça fait partie intégrante de leur étude du Talmud. Oui, parce que je pense que l'Afrique du Nord, on a toujours eu une présence juive, même dans le monde entier. Je pense que c'est quelque chose de très important je pense que c'est important d'avoir toutes les communautés du monde parce que ça enrichit les uns et les autres. L'autre enrichit l'autre. Moi, j'existe qu'à travers toi et toi, tu existes à travers moi. Donc, parfois, ça me manque, le voisin. Ouais. En 1977, le fils du maire de L'Épange vous embarque pour vendre avec lui des encyclopédies médicales en porte-à-porte. On se faisait passer pour des étudiants, on voulait gagner des étoiles. On ne voulait pas gagner de l'argent, mais on disait on veut gagner des étoiles pour aller dans le ciel. Donc on vendait des livres comme ça. Et là, vous utilisez votre tchatch pour le commerce? Je prenais l'accent. Je prenais l'accent arabe, mais il n'était pas totalement... C'était plus proche de Alberto Sordi que de Omer Sharif, tu vois. Donc, bon, c'était un peu pour... à cause de la timidité, à cause de... Donc j'utilisais un rôle, je prenais un rôle. Alors vous allez faire VRP pendant 2 ans, et puis vous partez rejoindre votre famille qui s'est installée à Lyon. Et là, vous entrez à l'usine Thermix, où vous montez les radiateurs. Ouais. Donc c'était ça, il y avait Thermix, il y avait Majoret toujours. Je me rappelle, je travaillais avec des Mongoliens dans la cave qui faisaient les fours pour les jouets Majoret. Puis après, j'ai travaillé chez Javel Lacroix. J'ai bossé, toutes les usines du quartier. De toute façon, employé de bureau, quand j'arrivais employé de comptabilité, il fallait soit avoir la nationalité française, soit avoir du métier. Alors, tu sais, pour avoir le métier... Vous étiez ouvrier. J'étais ouvrier. Alors, le reste du temps, vous écoutez de la musique. Alors, il y a les chanteurs que votre père cherche comme ça... à la radio, sur la radio, comme pendant la guerre, quoi. Hein, alors, il y a Roum Kalsoum, Farid El Atrache. Il y a les cassettes de rail que votre mère écoute dans la cuisine. Et puis vous écoutez tous les groupes de rock, à commencer par Led Zeppelin. Les Beatles, les Who, Procolarum, Gang, tout ce qui se passait à la radio. Alors c'est à l'usine Thermix que vous rencontrez les frères Amini, Mohamed et Mokhtar. Alors eux, ils jouent de la guitare. Vous êtes surtout à l'époque percussionniste sur des casseroles, mais vous dites je suis batteur. Il fallait bien bosser, quoi. Et on cherchait un nom, et puis bon, on en a trouvé Carte de séjour. Et voilà, en 1983, votre premier vrai album sort, ça s'appelle Roro Mani, et c'est produit par Stevie Leitch, c'est bien. Alors, mais c'est pas facile, parce que les magasins refusent le CD Carte de séjour, Europe 1 vous boycotte. Je sais pas qui c'est qui disait, bon, il y en a marre de passer des bougnoules sur la chaîne. Il y a même un concert à la Scala qui a été annulé. C'est difficile à l'époque, hein. Tu sais... c'est encore pas facile non plus. Il y a toujours, quand on voit ce qui se passe actuellement avec la nouvelle génération, nous, on en a chié, mais en même temps, on savait pourquoi. Et alors que ceux de maintenant, ils ont chié, mais ils ne savent pas pourquoi, alors qu'ils sont français. En 1986, donc, votre reprise de 12 France de Charles Trenet fait un carton.
C'était énorme. D'ailleurs, on l'a distribué dans les cartons à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. C'est une manière de leur parler de la nationalité, parce que certains voulaient revenir sur le droit du sang, le droit du sol. Donc on s'est dit, mais arrêtez, pourquoi? Dès que ça concerne les rebeux, c'est vrai qu'il y a, en France, faut pas se cacher, pour certains, la guerre d'Algérie n'est pas finie. Ouais. Donc, dès qu'il s'agit des immigrés d'origine arabe, il y a tout de suite un problème. Ouais. Alors, après, évidemment, 12 France, vous devenez célèbre parce que ça marche très bien, tout le monde est impressionné par ce morceau. Comment a réagi votre entourage? Votre père, il a réagi comment? Très bien. Ouais. Il m'a dit, c'est bien, c'est fort, c'est malin, c'est de l'humour. Ouais. Ouais. Votre mère, tout le monde a très bien réagi. Eh bien, il dansait dessus, même. Ouais. Alors, dans les médias, ça s'est un peu moins bien passé. C'est-à-dire que, en fait, Jacques Martin est le seul qui vous fait passer à la télé, quoi. Ouais. Jacques Martin, pour moi, c'est... désolé, mais pour moi, c'est l'animateur le plus turbulent et le plus couillu de l'époque. Parce qu'il y a certains, dès que le mec les appelait, « Oh non, on peut pas... » Vous savez, Jacques Martin, ils s'en foutaient, quoi. Ouais. Vous avez gagné de l'argent à cette époque-là? À cette époque-là, non. Pas beaucoup. Non, pas du tout. C'était... c'est dur, hein. C'est dur, oui. J'en ai commencé à gagner un peu après, avec 1, 2, 3 soleils et tout ça. Ouais. Et puis les tournées que j'ai fait, parce que j'en ai fait pas mal. Est-ce que cette célébrité soudaine vous a rapporté l'amour au moins? Oui, bien sûr. Oui, totalement. Ouais. Beaucoup de conquêtes? J'ai beaucoup de conquêtes, oui. Ah, mais pas tant que ça, mais bon, des conquêtes de qualité. Oui. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Rachid? Le fait de faire un album, d'enregistrer un disque comme ça, on était des gamins quand même. Ça, c'est génial. On est dans une maison de disques. Ouais. Et le pire moment? C'est le pire moment aussi, parce que des fois, tu sais pas comment le gérer. Alors, Carte de séjour se sépare en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin. À Berlin, exactement. Vous dites, nous aussi, nous tombions en morceaux. Ouais. Ouais. L'hécatombe. Ouais. Et ensuite, faites une carrière solo. Je continue. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque Carte de séjour? Non, parce que ça m'a permis de faire ce que je suis en train de faire. Vous avez de la rancune contre quelqu'un? Pourquoi faire? Je sais pas. J'ai pas le temps, moi. Ouais. Parce que je regarde de l'avant. J'ai pas le temps d'avoir de la rancune. Non, ça m'intéresse pas. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Peut-être, j'aurais peut-être, au lieu de dire Carte de séjour, je me serais appelé Fujis. Parce que c'est le même nom, en fait. Ouais. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Pourquoi nos escargots? Ah oui. Merci Rachid, c'est très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. J'accueille Jean-Loup Lafont. Et toujours en direct du 41 de l'avenue de Wagram. Venez-y, venez un dimanche à Wagram, je vais vous le dire, c'est entièrement gratuit. Alors les premiers, je leur demande tout de suite leur prénom. Jean-Louis? Richard? Corinne? Louis? Voilà, ils sont 4, vous les connaissez sous le nom de Téléphone. Bien. Ce sont 4 Parisiens, tous très amateurs de rock'n'roll, et ils ont simplement un problème dans leur groupe, c'est qu'en réalité, sur pratiquement aucun point, ils ne réussissent à s'entendre. N'empêche, leur musique est très belle. Tout à l'heure, je vous dirai comment peut-être leur faire gagner ce modeste cadeau. C'est le premier exemplaire d'un insigne que j'espère vous porterez tous très bientôt, l'insigne Blue Jean. Pour l'instant, seule la maquette est faite, mais si d'ores et déjà vous en voulez, vous nous envoyez un petit mot. Blue Jean, 41 avenue de Wagram, Paris 75 017. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean-Loup Lafont, sous la pluie, au cœur du 16e arrondissement de Paris, en plein travail. Bon, alors bienvenue. Venez dans ce bel atelier. C'est là où je passe chaque jour. On va dire 7 heures de travail. Dans l'atelier, il y a une sorte de petite caverne d'Ali Baba. Alors c'est simplement un ancien meuble de photographe que j'ai transformé en malle au trésor. Alors il y a toutes les branches que je ramasse dans mes marches au bois de Boulogne, toutes sortes de petits objets qui vont me servir après à faire des installations.
Et lorsqu'il a choisi son modèle, Jean-Loup sort son authentique appareil photo, une action que l'artiste répète tous les jours pour partager ensuite son œuvre sur la toile. Je me suis créé l'obligation de mettre en ligne une image avec une histoire. Donc quand il est 9h, il commence une sacrée course à la montre, contre la montre, où il faut que, en gros, en 3 heures, j'ai trouvé l'histoire, je l'ai traduit en anglais, et donc, quelquefois c'est juste. Pour l'instant, c'est ma fierté. Voilà. C'est l'heure du déjeuner, Jean-Loup descend au café du coin. Et maintenant, rendez-vous avec un ami, Michel Brier. Un ami de 40 ans, Michel a également été son directeur des programmes à Europe 1. Toutes les semaines, les deux compères se retrouvent pour parler de tout et surtout de rien. En fait, c'est à la fois une séance de débriefing professionnel, si j'ose dire, et personnel, puisque Jean-Loup vient avec une idée nouvelle chaque semaine. Moi, j'emploie une bonne partie de la conversation à démolir cette idée pour l'expliquer qu'elle est totalement irréalisable. Moi, j'aime bien le voir parce qu'il a une bonne tête et je trouve que le temps passant, les rapports sont extraordinairement détendus. En début d'après-midi, on retrouve Jean-Loup en quête d'une autre inspiration, au musée cette fois. Ici, je viens très très souvent parce que c'est vraiment le décor, c'est le lieu qui me plaît. J'adore cette espèce d'odeur de désastre et ça peut être une source d'inspiration. C'est surtout le côté un peu fou du décor et c'est celui-là qui vraiment, moi, me dope. Je viens très très souvent dans la librairie, ici, parce que c'est un choix absolument incroyable dans un décor qui est pareil, quoi. Des piliers en béton, et là ils ont changé, mais c'est devenu peut-être encore plus fou que ça n'était, si c'est possible. Bon, là, c'est pas le tout, mais c'est l'heure. Maintenant, je rentre chez moi, donc c'est l'heure du bois. Allez, on y va. Le bois de Boulogne, c'est le passage obligé pour Jean-Loup qui fait tout à pied. Le soir, après le blog et tout le bazar, c'est encore 1 heure, un peu moins quand même, de solitude et de bonheur. Un moment en harmonie avec la nature pour trouver de nouvelles inspirations. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Loup Lafont. Alors, vous êtes né le 10 avril 1940 à Guingamp, Côte-d'Armor. Exact. Vous ne connaissez pas votre père car il avait été fait prisonnier par les Allemands. Et quand il est revenu de captivité, votre mère lui a annoncé qu'elle avait un autre homme dans sa vie. Et il est parti. Il est parti, voilà. Alors, il n'a pas cherché à vous revoir. Et quand vous avez cherché à le revoir 20 ans plus tard, vous avez découvert qu'en fait, il était décédé. Exact, ça s'est passé à Châteaurnard. Et donc j'ai vu sa veuve, et puis j'ai discuté avec elle pour savoir si oui ou non, il y avait des petites manies, des choses rigolotes qui pouvaient me faire penser qu'il était réellement mon père, quoi. Ouais. Voilà. Autre décès dans la famille, votre grand frère, qui meurt quand vous avez 7 ans, à l'âge de 19 ans, en faisant son service militaire au Sahara. Voilà, à Janet. Ouais. Alors, votre mère, fonctionnaire, employée de bureau à la sous-préfecture de Guingamp, où elle rencontre le sous-préfet. C'est juste. Qui va devenir votre beau-père. Voilà. Et la vie bascule. Voilà. Alors, jusqu'à l'âge de 7 ans, vous êtes élevé par vos grands-parents à Guingamp. Vous voyez rarement votre mère, en fait, parce qu'elle travaille à Paris. C'est juste. Et le seul souvenir que vous avez, c'est quand vos grands-parents annoncent à votre mère la mort de votre frère à Janet. La mort de... Ça, c'est un souvenir dramatique, ça. Ouais. Parce que vous avez votre mère que vous ne voyez pas, qui arrive, qui va s'installer à une table, et vous savez, vous, la nouvelle, vous avez ordre de rien lui dire, et donc à un moment donné, voilà. Ouais. Ah, c'est un démarrage costaud. Ah oui. Non, mais c'est vrai, hein, vous avez une enfance assez chaotique quand même. Hein. Chaotique, oui. À l'âge de 7 ans, vous rejoignez votre mère et votre beau-père à Chalon-sur-Marne, et bientôt vous vous retrouvez en internat. Notamment à Épernay, où j'ai comme copain d'internat Cabu. Ouais. Et aussi le petit-fils d'un président de la République, Vincent Auriol. Ouais. Alors vous restez là jusqu'à la fac. Ouais.
Et là, vous savez pas très bien quoi faire de votre vie, en fait. Oui, enfin, une petite idée quand même, peut-être devenir journaliste. Oui, voilà, oui. c'est ça. Ben, ça tombe bien parce que par les relations de votre beau-père, vous entrez au journal L'Union de Reims. Et là, un jour, vous rencontrez une dirigeante de l'agence Havas. Alors, vous êtes toujours demandé si c'était pas la maîtresse du patron de l'agence Havas. C'est possible, oui. Mais oui, son prénom et son nom me sont restés dans la mémoire. C'est Earl Saradet. C'est un nom incroyable. Oui, incroyable. Et c'est à partir d'elle qu'en fait, tout va s'enclencher. Voilà. Alors, elle vous remarque et elle vous conseille de quitter Reims pour Paris. Elle vous dit, un avenir brillant vous attend. Voilà, oui, oui. C'était parce que j'avais fait un petit speech pour défendre un candidat dans les... Dans une fondation. Oui, la fondation Zelidja. On a attribué des bourses et j'ai donc défendu le dossier d'un candidat. Ouais. Un peu contre toute attente, et ma plaidoirie a fait qu'il a eu la bourse, et à la suite de ça, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites à Reims? Il faut venir. Alors, Saradet, voilà. Vous la croyez quand elle vous dit que vous seriez très bien à Paris, ouais, et vous avez raison, parce que bientôt elle vous appelle, et elle vous fait engager par l'agence Havas Conseil, une grande agence de publicité évidemment, et là, pendant 1 an, vous allez sillonner la France avec votre femme, dans le cadre de vente de publi-émissions pour Europe 1. Voilà, c'est ça. J'allais chez les marchands de rideaux, les marchands de textiles, et je leur proposais d'accueillir dans 3 semaines ou dans 4 semaines une émission qui s'appelait De l'argent dans les voiles. Et je pense que c'était une émission qui était financée par Tergal Plein Jour. Et donc, moi, je n'ai jamais vu les gens de l'émission. Je passais, je convainquais tant qu'à le marchand de rideaux, et je partais dans la ville d'après. Voilà. C'était une bonne plan quand vous avez visité la France auprès de la princesse. Oui, on a dû faire 70 000 km dans l'année. On allait de petits hôtels en hôtels. Ouais, c'était bien. Voilà, et ensuite, pendant 10 ans, vous bossez comme concepteur-rédacteur à l'agence Havas. Exact. Voilà, vous faites des campagnes de pub. Voilà. Et le deuxième tournant de votre destin, c'est encore une femme. C'est Arlette Tabar. Voilà. Alors là, un soir, dans un dîner, vous rencontrez Arlette Tabar, qui était l'adjointe de Lucien Maurice. Mais au départ, vous ne le savez pas. Ah non, je ne sais rien, elle me dit rien, on est assis là, côte à côte, et c'est à la fin du repas qu'elle me dit, elle dit donc, pourquoi vous ne faites pas de radio? Et donc je lui dis, mais je ne fais pas de radio parce que pourquoi je connais personne à la radio. Elle me dit, si, vous me connaissez. Et c'était l'assistante de Lucien Maurice. Qui était le patron d'Europe 1 à l'époque. Voilà. Alors elle vous trouve une belle voix, elle vous fait faire une maquette que Lucien Maurice adore. Voilà. Il dit, il faut prendre ce type-là, il a une voix de garçon. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, une voix de garçon? Eh ben, je sais pas une voix de coq châtré ou pas une voix de... voilà. Un timbre de garçon dans les... Voilà. D'accord. Alors là, le problème, c'est qu'il vous propose moitié moins que ce que vous gagnez dans la pub. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que dans la pub, on gagnait beaucoup d'argent. Donc vous refusez, en fait. Je dis non. Et ça va, pendant 2 ans, j'aurai des coups de téléphone qui ne donneront rien parce que je trouve que ce serait dangereux d'abandonner la poule aux œufs d'or pour, je sais pas quoi, un truc difficile. En plus, très prudent, voilà. Et alors, 3e coup de chance, mais là, c'est pas une femme, c'est un homme, c'est Pierre Delanoë, donc, qui est nommé patron d'Europe 1 et qui demande à ses équipes de trouver des nouvelles voix. Voilà. C'est incroyable. Et là, un jour, en rangeant des cassettes, il trouve la maquette de Lucien Maurice. Voilà. Et il y a une fille, alors curieux comme il était, Pierre, il écoute et il y a une fille qui est là, je pense que c'est Joël Collard, et qui dit « Oh là là, mais c'est le type dont Lucien Maurice avait dit « Il faut le prendre, il a une voix de garçon. » Et Delanoë dit « C'est bien, allez le chercher. » Alors là, toutes vos requêtes sont acceptées, c'est-à-dire qu'au lieu d'être payé au cachet, vous devenez salarié, et vous devenez cadre supérieur de la station. Exact. Ce qui sera utile au moment de la retraite, évidemment. On est d'accord. Alors, vous prenez l'antenne le 5 octobre 1972 et vous la rendez le 28 août 1994. 22 ans de radio. Voilà. Et sur la même antenne. C'est rare, d'ailleurs. Une fidélité absolue. Alors, à la radio, il y a eu plein d'émissions. On se souvient de Musique, qui était quand même très connue. Et puis après, vous faites de la télé. Blue Jean, qui est une émission qui a marqué son époque. Oui, parce qu'il y avait un peu d'audace, quoi. Par exemple, au moment de la bénédiction pascale, quand il y avait le pape sur la 1 pour la messe de Pâques, nous, on avait Iggy Pop sur la 2. Voilà. Le pop, les 2 pop. Et voilà. Donc là, vous devenez quand même une vraie vedette, quoi. Vous êtes célèbre. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage à l'époque?
Ma mère était très intéressée par les commentaires que pouvait lui faire son boucher. Elle habitait Caen. Si le boucher lui disait « je l'ai vu, c'est pas mal », ma mère était contente. Et par contre, elle n'était pas du tout dans ce milieu-là. Et mon beau-père, encore moins. Le sous-préfet, lui, non, c'était pas sa came du tout. Ah, pas du tout. Non, il m'aurait plutôt vu archiviste. Vous avez gagné de l'argent ? J'ai gagné de l'argent, mais en tant que salarié, je gagnais évidemment beaucoup moins que ceux qui étaient au cachet. Oui. Sur le plan amoureux, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? 5 mariages. Aïe, aïe, aïe. Ah, oui. 5 enfants. Oui, ah, c'est bien. Voilà. Et donc, voilà ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Il y a eu beaucoup de chaos. Ouais. Le meilleur moment de toute cette époque, ça a été quoi, Jean-Loup ? C'est des ambiances, quoi. C'est des moments où on a été... où j'ai été heureux parce que l'émission rencontrait un bon succès, parce que les sondages étaient bons, parce que j'avais la paix au foyer, parce que les enfants grandissaient bien. Un truc dans ce goût-là, quoi. Ouais. Et le pire moment ? C'est une émission de télé où j'ai dû souhaiter la fête des mères à l'ensemble des mères devant leur écran, alors que ma mère était morte la veille. Ah ouais. Là, ça a été un truc assez difficile. Voilà. Alors, ensuite, on vous vire. Oui. C'est Blanc-Francard qui vous vire. Voilà. À l'époque, on vous vire, vous faites les matinales du week-end. Et donc, il vous annonce ça. À la fin du mois de juin ou de juillet, je ne sais plus, 1994, en me disant « il n'y a plus de place pour toi à la rentrée ». Il me dit « j'espère que tu feras tout l'été ». Alors je réponds « oui ». Et il me dit « maintenant, pour discuter », je lui dis « il n'y a plus à discuter, maintenant c'est un problème entre avocats ». Et ça s'est terminé comme ça. Donc vous avez pris 1 million de francs. Voilà. Et puis ensuite, à 55 ans, vous avez pris la retraite. Exact. Et vous vivez bien, quoi. Oui, en ayant quand même, dans cette retraite, des activités. Oui, bien sûr. Créatives, comme au début. Alors aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque Blue Jean ? Non, pas vraiment. Ah bon ? Non. Ouais. Parce que ça a été fugace, ça a été... oui, voilà. Si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Jean-Loup ? Je la garde telle qu'elle est. Ah oui. Vous ne changez rien du tout ? Non, même les femmes, même les 5 femmes ? Ah non, parce que je suis une sorte de monogame à répétition et que donc... Fidélité successive. Voilà, c'est ça. Bon, non, je ne regrette ni les femmes, ni surtout les enfants, rien. Non. Donc tout va bien. Oui, voilà. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Merci pour les fleurs. Ah, c'est gentil, ça. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Jean-Loup. Merci Thierry, merci. J'accueille Dominique Loiseau. Pendant 30 ans, Bernard Loiseau a tout sacrifié pour bâtir un empire de la gastronomie. Mais depuis 1 an, c'est Dominique qui signe les autographes. La femme du chef a décidé de perpétuer l'œuvre de son mari. Merci encore. Et puis une très bonne continuation pour votre établissement. Merci. Grâce à vous. Ça se passe bien. C'est grâce à nos clients que nous continuons. C'est très important. Ce matin, première réunion depuis la sortie du guide Michelin 2004. Le restaurant Bernard Loiseau conserve sa 3e étoile. C'est très positif et je pense que la confiance de nombreux clients va revenir et il y a vraiment le projecteur est remis sur la maison. Comme son mari, Dominique Loiseau vérifie tout elle-même jusqu'aux chambres avant l'arrivée des clients. Oui, parce que ces clients-là aiment bien que le feu soit allumé dans leur cheminée quand ils arrivent. La semaine dernière, à l'annonce de la 3e étoile, l'action Bernard Loiseau est remontée de 20% en une seule journée. 1, 2, 3. Tout le monde en a parlé à retrouver Dominique Loiseau en Côte d'Or. Bonjour, donc bienvenue au relais Bernard Loiseau. Donc je vais vous donner un petit aperçu de la maison ici. Elle vit sa vie à 100 à l'heure, entre son relais et château de Saulieu et ses restaurants de Beaune et de Paris. Et dans chaque établissement, Dominique Loiseau, en vraie maîtresse de maison, a à cœur d'imprimer sa patte. Voilà, si on le met en dessous, il faut le monter. Il faudrait essayer de tenir en dessous. Vous voyez, c'est un cœur. Est-ce que vous avez vu que c'est un cœur quand on le regarde un peu de travers comme cela? C'est l'esprit Loiseau, ça. La générosité, l'authenticité, la convivialité. Ça représente beaucoup pour nous, pour toutes nos équipes. Et c'est une valeur ce sont des valeurs auxquelles nous tenons très fortement. Il serait content, Bernard.
Elle devient même chef de chantier quand il le faut. Alors, où en sommes-nous là dans ces salles de bain? Écoutez, ça avance bien. Belle douche à l'italienne, carrée, c'est ça? C'est ça. Super, ça va être très très agréable. Le carré de ciel. Ouais, plus une nouvelle baignoire encastrée là, oui, ça va être bien aussi. Bah c'est bien, je suis contente que ça avance bien. Hein? Merci, à tout à l'heure. Merci Jean-François. Bref, le capitaine à bord, c'est elle, un perfectionnisme auquel elle tient. C'est une maison qui est gérée très très rigoureusement. Et gérée par 2 femmes. Voyez-vous, gérée par 2 femmes. Tant d'hommes gérés par 2 femmes. Elle n'oublie pas pour autant ses clients et prend toujours plaisir à les saluer. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Alors là, si nous sommes là, c'est parfait. Merci, vous avez passé un bon moment? Merveilleux. Oui. Merveilleux. Voulez-vous un autre café, monsieur? Merci. Non? Je vous remercie, c'est parfait. Malgré ses journées chargées, Dominique ne manque pas de s'accorder quelques moments de détente. L'une de ses amies la rejoint d'ailleurs pour un goûter plaisir, une dégustation des nouveaux desserts proposés par le chef pâtissier. Là, en fait, on a voulu faire un petit escarpin, quelque chose d'assez féminin. Et donc, il y a la C'est fraise ça, de un bois. restaurant tenu par une femme. On a des escarpins. Merci Benoît. Voilà. Belle surprise. Et le bout de l'escarpin est en forme de cœur. Voilà. Oui. C'est ravissant. Et ceci, là, Et ceci, c'est nouveau, ça. Voilà, c'est chocolat, raisin. Waouh, là, c'est l'association de chocolat et de vin. Avec et le de coulis. raisin. Ah bah non, le coulis, coulis, là, c'est pour celui-ci. C'est pour celui-ci. Voilà, le faites-le carré. couler. Faites-le bien. C'est beau, ça. Vous pouvez mettre du coulis, hein. Vous voulez plus? Il est très bon, ce coulis, oui. Voilà, merci beaucoup. Waouh. Bravo. Bravo, Benoît. Maintenant, Bravo. nous goûtons, hein. Oui. Il faut que ça soit aussi bon que beau. Incroyable. Très beau dessert. Vraiment. Là, je suis épatée parce que il est parfait tout de suite. Et en plus, l'esthétique est vraiment... Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est pour ça que je me réservais une surprise. Et ne lui dites surtout pas que c'est une femme d'affaires, non. Une hôtesse de maison qui aime profiter des rares moments calmes de la journée dans son endroit préféré. C'est agréable de se prendre pour le client quand il n'y a personne comme ça. Oui. Voilà, donc ce sont les fameux beaux hydrangeas, paniculata et autres. Ça va être très très beau ce coin. Oui, 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 oui. Et puis là, on a toujours aussi beaucoup de groseilles. Hein. Tu as vu, c'est mon coin préféré, c'est ici. Je n'y viens pas assez souvent, mais quand on s'assoit ici, on est bien. On est à l'autre bout du monde, on ne sait pas où on est et on écoute l'eau, les grenouilles. C'est très reposant. Une pause bien méritée avant le coup de feu du service du soir. Et maintenant, la lumière se rallume sur Dominique Loiseau. Dominique, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 28 août 1953 à Neuilly sous le nom de Dominique Brunet. Père ouvrier, mère concierge. Vous avez 3 ans lorsque votre famille s'installe en Alsace, à Rosenwiller, au nord de Strasbourg. La vie est dure. Non, pas particulièrement dur quand on n'a pas connu autre chose. Vous apprenez à tout faire de vos mains, des nouilles au bricolage, en passant par la récolte de tabac et de houblon. Et du houblon, oui. Je viens d'ailleurs d'en planter cette année, Ah oui. voyez-vous. Alors vous dites, en rentrant de l'école, je devais m'occuper des animaux, peser les sacs de houblon, et le soir, après les devoirs, je cousais des chaussures pour boucler les fins de mois. Je n'étais pas obligée de le faire. Ouais. Mais je faisais comme tout le monde, j'aidais tout le monde. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait pas toutes les activités actuelles, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas tout ça. Donc on s'aidait, on s'entraidait, et c'était en famille, on était très heureux comme cela. Alors, éducation très stricte chez les Sœurs de la Divine Providence. Vous êtes bonne élève? J'ai toujours été bonne élève. J'ai Ouais. toujours essayé d'être bonne élève, et j'essaie encore d'être bonne élève dans mon métier, voyez-vous. Alors, vous passez le bac, faites un BTS, une maîtrise de biochimie, et à 20 ans, vous quittez l'Alsace. À ce moment-là, vous vous destinez à l'enseignement. Oui, j'avais une maîtrise de biochimie. Et à ce moment-là, déjà, on avait du mal à trouver des postes. Et les profs de la faculté de sciences de Strasbourg nous avaient tous recyclés. Et moi, ils m'avaient dit que ça serait bien de faire l'enseignement de la biochimie. Donc, c'était pour les lycées techniques et je suis allée à Cachan.
Là, vous donnez des cours au lycée hôtelier Jean Drouin à Paris, et parallèlement, vous passez un CAP de cuisine. Oui, parce que donc j'étais un des rares professeurs de biochimie qui a été content d'être nommé dans un lycée hôtelier. Ouais. Parce que j'avais des élèves en cravate, attachés de caisse, c'était extraordinaire. Oui, c'est bien élevé. Et puis j'ai découvert le monde. Ouais. De l'hôtellerie, de la restauration, que je n'avais pas eu la chance de connaître. Et là, j'ai écrit tous les livres pour les écoles hôtelières, d'ailleurs, et je me suis passionnée. Mais pour ne pas être juste une scientifique qui n'y connaît rien au métier, ben, j'ai passé mon CAP de cuisine. Voilà. Ce qui sera déterminant, en fait, c'est qu'en 1981, après la publication de votre premier ouvrage, Hygiène et Restauration, vous commencez à piger dans un journal professionnel qui s'appelle L'Hôtellerie, et bientôt vous rejoignez la rédaction à plein temps. Donc là, vous devenez journaliste. Oui, ce qui était pour moi quelque chose d'extraordinaire, hein, parce que c'est vrai que j'étais pas très bonne en français, parce que chez moi, il n'y avait pas de livre, donc j'étais pas très, très à l'aise dans l'écriture. La rédaction, c'était vraiment ma hantise. Et là, j'ai dû écrire des articles, mais c'était des articles très professionnels, c'était très technique, c'était pas du journalisme où on a besoin de broder. Et c'est là qu'un jour de 1986, l'hôtellerie, donc, vous envoie faire un reportage sur une manifestation professionnelle à Vichy. Oui. Et là, vous remarquez le regard insistant de Bernard Loiseau. Oui, toute une soirée, il m'a fixée. J'ai d'ailleurs cru que c'était Alain Chapelle, puisqu'ils avaient à peu près le même physique. Et le lendemain, quand j'ai voulu lui dire que je n'étais pas la personne qui pensait être, parce que j'ai cru qu'il me confondait avec quelqu'un, il était parti. Quelques semaines plus tard, heureusement, autre manifestation, là vous vous présentez et puis voilà quoi. On règle notre problème, effectivement. Tout commence. Oui. Alors à l'époque, Bernard est en instance de divorce, il a de gros problèmes financiers et il trouve en vous une oreille attentive, une épaule accueillante. Oui, c'était assez difficile pour moi parce que je n'avais jamais vu un homme pleurer de ma vie. Mais il était tellement touchant, à la fois passionné et touchant, émouvant. Enfin bon, vous savez, quand on tombe amoureux, on ne sait pas quelle est l'alchimie exacte, mais il se passait quelque chose de très fort. Alors vous vous mariez ? Oui. Bientôt, vous êtes enceinte de votre première fille. Et oui, parce qu'il était temps. J'avais quand même déjà un peu plus de 30 ans. Donc on avait décidé tout de suite d'avoir un enfant. Alors, après la naissance de votre première fille, vous rejoignez Bernard au fameux hôtel-restaurant La Côte d'Or à Saulieu. Et là-bas, vous découvrez des conditions de travail très difficiles, en fait. Oui, parce que c'était une petite équipe. C'était une maison encore assez désuète qui était telle qu'elle était, je crois, dans les années 50, vraiment. Hein. Et donc, c'est moi qui avais vu quand même beaucoup voyager de par mon métier. J'étais un petit peu... Bon, il fallait redémarrer de façon assez modeste. Et surtout, je suis tombée dans une équipe qui ne m'attendait pas. Et je n'avais pas la bonne étiquette non plus. Vous avez du mal à vous faire une place, effectivement. Il vous faudra du temps. Mais en 1998, vous êtes nommé administrateur de Bernard Loiseau SA lors de l'introduction de la société en bourse. Donc c'est quand même un bâton de maréchal. Là, les choses ont commencé à se structurer un peu, c'est vrai. Là, Bernard Loiseau est au fait de sa gloire. 3 étoiles au Michelin, 19 sur 20 au Gaumillot. C'est énorme. Et le 24 février 2003, il se tire une balle dans la tête avec un fusil de chasse, sans laisser d'explication. On les attend toujours. Hein. C'est vous qui avez découvert le corps. Oui, heureusement que ce n'était pas mes enfants. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tout de suite voulu prendre la revanche sur ce que je voyais, puisque c'était irrémédiable, et je me suis lancée. À l'époque, on a accusé les journalistes qui posaient des questions sur le maintien de la 3e étoile de votre mari. Mais elle était maintenue, puisque les guides étaient sortis quelques jours au préalable. Donc il était rassuré de ce côté-là. Exactement. En fait, pour vous, votre mari travaillait 7 jours sur 7, il ne prenait pas de vacances, ni du temps d'ailleurs pour ses enfants, et vous pensez qu'il s'est suicidé à cause d'un burn-out, quoi. Oui, exactement. Oui. J'ai aussi découvert après qu'il était bipolaire. Hein. C'est une maladie qui était moins connue dans ces années-là. Et moi, je ne l'avais pas étudiée dans mes études passées. Et c'est un fait qu'on n'a pas pu empêcher, malheureusement. Il avait des moments d'angoisse. Toujours en hiver, quand en mois de janvier, vous voyez, il n'y a pas grand monde après les fêtes de fin d'année. Et il était toujours déprimé l'hiver. Donc ça ne nous a pas tellement étonnés. Le soir de sa mort, vous assurez le service. Et bientôt, vous recevez des milliers de lettres de soutien, parce que voilà, vous faites front, vous reprenez les affaires avec beaucoup de courage. Oui, mais maintenant, avec le recul, je comprends ces nombreuses lettres. C'est que les clients et tous ces fans, entre guillemets, voulaient que cela continue.
Et ça, c'est assez rare. Alors, le 24 février 2004, vous êtes nommé PDG de Bernard Loiseau SA. Donc là, voilà, c'est vous la patronne. Vous dites, je n'ai jamais imaginé baisser les bras. Pour moi, c'était une revanche à prendre. Et puis, il y a, quand vous avez une équipe autour de lui, moi j'étais autour de lui, on était tous derrière lui, vous êtes autour de Bernard Loiseau. Loiseau, ça veut dire quelque chose, le nom de l'oiseau. Et pour nous, c'était inconcevable qu'on enlève ce nom de la façade. Voyez-vous, ça n'aurait pas été possible. Alors, première année évidemment difficile quand vous avez repris les affaires, grosse baisse de la fréquentation. Et puis, peu à peu, ça repart et aujourd'hui, ça marche merveilleusement bien. Oui. Et malgré la crise, là, on augmente d'année en année et même cette année encore. Et ça, c'est dû à notre volonté féroce, à notre recherche de l'excellence et aussi au fait d'avoir une équipe soudée et d'avoir un fédérateur. Je veux dire, ce phénomène qui s'est produit autour de Bernard Loiseau, je ne sais pas si ça peut se produire autour d'un autre chef. Mais c'est très exceptionnel. C'est quand même, Bernard était tellement aimé des Français, de tous les Français, le taxi le reconnaissait à la voix. Vous voyez, c'est un phénomène très particulier. Alors, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'aurais usé de plus d'autorité sur lui en lui disant qu'il faut fermer un mois et fermer 1 ou 2 jours par semaine. Au moins en hiver au départ, voyez-vous. Et ça, il ne l'a jamais accepté. Il n'a jamais voulu m'écouter parce qu'il a préféré écouter son expert comptable qui lui disait que c'était un manque à gagner si l'on ferme. Or, les charges salariales changent à ce moment-là et maintenant nous faisons cela et ça marche très bien. Vous voyez, j'aurais dû ne pas baisser les bras. Mais quand vous avez un individu comme Bernard, une personnalité tellement forte, il y a un certain âge, vous ne pouvez pas changer le personnage. Et là, c'était lui qui décidait de cela. Donc, on ne peut pas tout le temps s'affronter. Et j'avais un peu, moi, baissé les bras là-dessus, mais je n'aurais pas dû. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Écoutez, quelque chose qui peut être interprété de nombreuses manières, qui peut servir à beaucoup de gens, et qui a toujours été dans mes cahiers de texte quand j'étais élève, c'est « Seul le travail ne déçoit pas ». Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Dominique. Merci. Merci beaucoup. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.